Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer une application Android capable d'envoyer des requêtes, donc des données, à une base de données MySQL, donc qui est une base de données qui est stockée sur un serveur. Donc le principal avantage de ce genre de base de données est que celle-ci sera commune à tous les utilisateurs de l'application. Donc dans notre exemple, elle va notamment nous permettre de stocker les comptes des utilisateurs, comme vous pouvez le voir ici, sur un site internet qui s'appelle phpMyAdmin, où on peut voir ici une liste de tous les utilisateurs qui ont été créés, qui stocke donc pour chaque utilisateur un ID, un username et un user password. Grâce à cela, si un utilisateur change de téléphone, il pourra donc retrouver toutes ces données en fait grâce à son compte préalablement créé. Donc ce tutoriel sera découpé en plusieurs vidéos et donc dans la première, nous allons créer le gestionnaire de connexion que vous pouvez voir à l'écran qui va donc permettre à l'utilisateur de créer ou se connecter à un compte. Donc on peut voir ici l'interface pour créer un compte et l'interface pour se connecter à un compte, juste ici. Donc j'ai lancé l'application pour vous montrer un exemple et vous pouvez voir que j'arrive directement sur la page de connexion. Donc la page qui est affichée par défaut. Donc pour le moment, je vais faire comme si je n'avais pas de compte. Donc je vais me créer un compte en cliquant sur le bouton créer un compte. Je vais choisir comme nom d'utilisateur utilisateur. Et je vais mettre comme mot de passe, comme ceci. Et j'ai juste à appuyer sur le bouton créer. Et on me redirige donc sur une page où il y a donc marqué bienvenue utilisateur. Alors pour le moment, cette page sera vierge et affiche justement simplement le nom d'utilisateur. Mais par la suite, je vais vous montrer comment récupérer des données en base de données pour afficher par exemple différentes données de l'utilisateur. Donc après avoir créé le compte, donc je vais faire comme si j'avais fermé la page, donc j'ai relancé l'application et je vais tenter de me connecter donc avec le compte que je viens de créer, donc utilisateur et comme mot de passe, on avait dit mot de passe, comme ceci. Et j'ai juste à appuyer sur se connecter et je suis redirigé donc vers la même page que lorsque j'ai créé un compte. Puisque logiquement, lorsqu'on va créer un compte, on va directement être connecté dans l'application. Avant de commencer donc à coder la partie XML, on va juste pouvoir se rendre dans le fichier build.gradle qui est à gauche dans l'arborescence. On va pouvoir double-cliquer dessus et donc ça va l'ouvrir. Et on va pouvoir rajouter ces trois implémentations. Donc vous pouvez juste copier-coller dans la description qui vont donc nous permettre d'importer les bibliothèques qui nous seront utiles par la suite. On peut maintenant appuyer sur le bouton Sync Now, comme ceci, et on va pouvoir revenir, une fois cela terminé, sur notre activitymain.xml. On va juste premièrement rajouter un petit background à notre constraint layout. On va mettre comme couleur hashtag F2, 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 comme ceci. Donc encore une fois, le background ici, le code hexadécimal sera disponible dans la description. La première chose que l'on va faire, c'est de créer une card view. Donc on peut commencer à taper card et vous voyez que normalement, si vous avez bien importé l'implémentation dans le build.gradle, vous devriez ici voir l'autocomplétion du card view. Et vous avez juste à double-cliquer. Et voilà. Donc ici, on va pouvoir mettre tout simplement match parents pour le width et wrap content. On va mettre un card background color à white et un corner radius à 25 sp ainsi qu'une card elevation à 50 sp. Donc là il nous affiche une erreur ici, c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas encore attaché la card en fait aux quatre coins de notre écran. Et si vous voyez pas encore le résultat, c'est parce que tout simplement il n'y a rien dedans et on lui a dit de prendre la hauteur en fait de ce qu'il y avait dedans. Donc bien sûr que s'il n'y a rien, en fait la surface va être nulle. Donc on va directement pour créer un linear layout. On va aussi le mettre en match parent comme ceci et on va mettre l'orientation à vertical. Je ne reviens pas forcément en détail sur chaque élément, par exemple là pour la card view, puisque j'ai fait une vidéo dédiée au codage XML d'un formulaire de connexion.
Donc si jamais vous avez besoin de plus de précision sur chaque élément ou chaque attribut que j'utilise, n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo. Dans notre linear layout, on va commencer par créer une TextView. On va la mettre en match parent wrap content. On va set le texte donc à connexion. Donc ça va correspondre en fait au titre justement de notre card. On va mettre le text color à black ainsi que le texte size à 35 sp. Le gravity à center pour que le texte soit affiché au centre ici. Et on va lui rajouter un petit margin top, donc pour que ce soit plus beau visuellement, de 20 dp. 20 dp. Donc je rappelle, dp et sp sont les unités de mesure qu'on peut utiliser sur Android Studio. Donc là vous pouvez voir que notre carte commence à prendre forme, puisqu'on a commencé à rajouter les éléments dedans. Donc on va pouvoir venir ici attacher notre carte de tous les côtés, et donc elle va être par défaut centrée. Et vous allez voir que plus on va rajouter d'éléments, plus cette carte va s'agrandir. Donc avec cette TextView, on va en créer une autre qui va contenir la description de notre carte, qui va cette fois être en wrap content, wrap content. On va mettre le texte à compléter ces informations afin de vous connecter à votre compte, comme ceci. Donc là, c'est vraiment pour indiquer à l'utilisateur à quoi sert cette page sur laquelle il arrive. On met la gravity à center, le text color à black. On va rajouter un petit margin top et on va le mettre lui aussi à 20 dp. Un margin right et un margin left qu'on va mettre chacun à 15 dp. On peut fermer notre balise TextView et on devra avoir fini avec cette dernière. Ensuite, on va pouvoir créer une TextView juste en dessous, en fait, qui ne va pas être visible par défaut, mais qui va en fait être visible, si vous voulez, quand on va recevoir une erreur. Donc par exemple, quand l'utilisateur va tenter de se connecter, on va appeler l'API qui va nous renvoyer un résultat. Elle va nous renvoyer si oui ou non l'utilisateur a renseigné le bon mot de passe pour son identifiant, etc. Et si ce n'est pas le cas, donc l'API va nous renvoyer une erreur, et c'est cette erreur qu'on va afficher dans cette TextView. Donc erreur qui sera affichée en rouge, et donc juste en dessous de compléter ces informations afin de vous connecter à votre compte. Donc on va créer cette TextView de suite. On va la mettre en wrap content, wrap content. On va mettre le margin left à 15 dp. Et on fait pareil pour le margin right, 15 dp. On met pour le moment le texte à error. Juste le texte, voilà, comme ceci, on va le mettre à error. Mais ça, c'est pas très important parce que comme je vous l'ai dit, l'utilisateur ne pourra pas le voir par défaut. On met le text color en rouge. Donc il n'existe pas de color red défini par défaut. Donc on va devoir mettre le code hexadécimal de la couleur rouge, qui est donc FF0000. Donc pareil, il sera aussi dans la description. On va mettre la gravity à center. La text size, on va pouvoir la mettre par exemple 20 dp. Et on va rajouter pour finir une margin top de 15 dp. Et il ne reste plus qu'à mettre la visibility à gone. Donc comme vous pouvez le voir, si je mets la visibility à gone, on voit plus du tout la TextView. Donc en fait, c'est grâce à cet attribut qu'on va pouvoir cacher et afficher ensuite notre TextView. Donc ici, c'est parfait. On va pouvoir commencer à créer nos deux edit text, donc qui vont contenir les deux champs pour que l'utilisateur puisse renseigner son nom d'utilisateur ainsi que son mot de passe. Donc on va mettre le width à match parents et la hauteur à 60 dp, comme ceci. On va mettre une margin right, si j'arrive à écrire, on va mettre 10 dp cette fois. On fait de même avec la margin left.
10 dp. On va aussi mettre une margin top, cette fois à 35 dp. On va mettre une couleur de fond pour que ce soit plus joli grâce à l'attribut background. Et on va mettre hashtag F2, F2, F2. Donc c'est exactement comme le background ici de notre interface. On met ensuite comme hint. Donc je rappelle, le hint c'est un texte qui est affiché avant que l'utilisateur clique. Donc c'est là où souvent on va marquer mot de passe dans l'utilisateur pour que justement l'utilisateur puisse savoir en fait ce qu'il est en train de faire et quel champ il est en train de compléter. Et donc bien sûr, dès que l'utilisateur clique sur ce champ, le texte va disparaître. Donc ici on va pouvoir mettre nom d'utilisateur. Et moi j'aime bien mettre 3 petits points à la fin pour que ça fasse plus joli. On va rajouter un petit padding de 10 dp. Et on a fini notre premier edit texte. On va pouvoir copier-coller celui-là et en créer un juste en dessous qui va donc servir au mot de passe. Donc à la place de nom d'utilisateur, on va pouvoir marquer mot de passe. Et on va maintenant pouvoir renseigner les ID, donc qui vont nous permettre de retrouver tous ces éléments dans le code Java. Donc on va commencer par le erreur. Donc on a juste à taper ID et il nous propose directement Android ID. On clique sur plus ID juste ici. Et on va mettre comme ID error create account. Et on va mettre text view. Donc là, pourquoi error create account text view? C'est simplement parce que on va afficher l'erreur qui va donc correspondre à la création du compte. Non, pardon, justement, on va pas mettre create, mais connect account text view. Et text view juste parce que c'est une text view, pour bien se rappeler, voilà. Pour les 10 textes, on va mettre tout simplement user name edit text, comme ceci. On peut copier cette ligne et on va mettre ici à la place de username password, puisque c'est donc le mot de passe. On peut rajouter à l'edit text du mot de passe un input type text password pour que quand on va écrire dans le champ mot de passe, vous savez, il y a les petits points qui s'affichent et non le mot de passe. Comme ça, si quelqu'un se connecte à son compte et qu'une autre personne est à côté, elle ne pourra pas voir ce mot de passe. Donc ensuite, on va pouvoir rajouter une text view, encore une fois. Je sais, ça fait beaucoup de text view, mais cette fois, on va la mettre en match parent wrap content. Et en fait, cette text view va en fait être une sorte de bouton, puisque si l'utilisateur ne possède pas de compte, il va pouvoir cliquer sur cette text view qui est juste ici, créer un compte, pour que ça l'amène sur l'autre page que je vous ai montré précédemment, où là, on peut créer un compte. Voilà. Parce que évidemment, si on demande à l'utilisateur de se connecter mais qu'il ne possède pas de compte, il faudrait qu'il ait la possibilité d'en créer un. Donc c'est à ça que va servir ce bouton. On va mettre la gravity à center comme d'habitude, la color à black, le text size on va le mettre à 18 dp et une margin top évidemment à 35 dp. Donc là, vous voyez que ça commence à prendre forme, hein. On a bien notre belle interface de connexion. La seule chose qui nous manque, donc, c'est le bouton pour pouvoir finaliser cette connexion. Donc ce bouton, on va lui mettre 150 dp et 60 dp en hauteur, comme ceci. On va mettre le background tint à black, ainsi que le texte tout court à se connecter. Donc pour le centrer, on va lui mettre une margin left et une margin right équivalente. Donc j'ai fait les tests juste avant et donc la valeur que j'ai trouvée la mieux est 111 dp. Donc on va pouvoir mettre pour le margin right et left, on va pouvoir mettre 111 dp. Et on a donc un bouton qui est à peu près centré. On n'oublie pas le margin top qu'on va mettre à 10 dp. Et on va même rajouter un margin bottom de 20 dp. À la place de mettre des valeurs du coup en dur ici pour le margin left et right, ce qu'on va pouvoir faire en fait, c'est qu'on va créer un autre linear layout
On va le mettre en match parent wrap content. Et on va venir mettre notre bouton à l'intérieur. On va dire ici orientation. Là, on s'en fout, on va mettre au hasard parce qu'il n'y aura qu'un seul élément dedans. Et on va pouvoir retirer tout cela. Et on va mettre le layout gravity à center. Voilà, donc là cette fois on a vraiment un bouton qui est centré et on n'est pas obligé de de mettre n'importe quelle valeur ici, de passer 3 heures à changer et tester des valeurs, etc. Donc je dirais qu'on a plutôt fini notre interface de connexion, à part les ID qu'on a encore une fois oublié. Il ne nous reste plus qu'à donc ajouter les ID au bouton et au texte juste au-dessus. Donc ici on va mettre connect btn pour btn pour button. Et pour le text view, on va mettre id create account btn comme ceci. Et donc on a terminé notre interface de connexion. On va maintenant pouvoir donc s'attaquer au code Java de notre main activity. Donc on va pouvoir se rendre ici sur la classe main activity.java et on va commencer par déclarer ici quelques variables. Donc on va déclarer toute notre text view, edit text, etc. qui vont donc contenir tous ces éléments là. Par exemple, cette text view où il y a l'erreur, ces deux edit text où il y a le mot de passe et le nom de l'utilisateur, etc. Donc on va commencer par text view et on va l'appeler error create account text view comme ceci. On va aussi créer donc on met toutes ces variables en privé puisqu'on n'a pas besoin justement de les mettre en public. On va ici créer nos deux variables edit text, donc avec username edit text et password edit text. Password edit text. On peut venir chercher notre bouton, donc connect btn. Encore une fois, une autre text view. Cette fois, va s'appeler create account button. Je me suis encore trompé, ce n'est pas create account, mais connect account text view. On va ici créer deux variables de type string, donc qui vont contenir le nom d'utilisateur, donc le username, et le password, donc qui vont nous servir par la suite, encore une fois. Et on a fini pour les variables. On va se rendre maintenant dans la fonction onCreate et on va venir justement utiliser toutes nos méthodes findViewById pour aller chercher tous les éléments ici. Donc je rappelle à quoi sert la méthode findViewById. Elle permet de relier un élément Java et un élément donc XML. Donc par exemple pour le error connect account text view, on va pouvoir dire que ça va être égal à findViewById r.id. Et là on va venir chercher justement l'id qu'on a mis juste ici. Donc vous pouvez soit la copier-coller ici ou soit la rechercher ici dans la liste qui vous propose. Donc en l'occurrence celle-là. On va faire ça pour tous nos éléments avec le username qui va être username edit text qui va être égal à findViewById r.id. etc. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on ait terminé. findViewById r.id. Là cette fois c'est le password edit text. Notre connect button il va être égal à findViewById r.id.connect button. Pareil pour le create account button. Faites bien attention à ne pas vous tromper lors de l'écriture de l'ID. Donc normalement vous devriez ne pas vous tromper parce qu'il vous propose tout juste ici. Hein. Mais au cas où, faites très attention. Une fois qu'on a fait ça, on va faire en sorte que lorsque on clique sur le bouton ici se connecter, on récupère les valeurs de ces deux edit text ici, donc du nom d'utilisateur et du mot de passe, et ensuite on pourra justement faire la requête dans la base de données. Donc pour faire ça, on va prendre notre connect btn et on va lui set un onClick listener et on lui passe en paramètre new. Et là vous pouvez commencer à taper juste V majuscule et il vous propose ici avec la petite icône verte
view.onClickListener. Donc vous double-cliquez juste ici et ça va vous générer toute la fonction onClick. Fonction onClick qui, je le rappelle, s'exécute lorsque on clique sur un élément. Donc ici, on va dire que notre username, qu'on a créé juste en haut, va être égal à username edit text.getText.toString. Voilà, donc là on récupère la valeur de notre edit text. On peut copier-coller et faire la même chose pour le mot de passe, en remplaçant username par password. Et ici par password edit text, on met bien password ici. Et voilà. Et maintenant on saura que ici il faut lancer la requête pour connecter l'utilisateur. Voilà, et pour le moment on va pas se l'occuper tout de suite. On a en partie terminé pour ce code Java pour le moment. Et on va pouvoir justement venir, puisque ici on a fait la connexion, on va pouvoir ici créer une autre activité qui va servir à la création d'un compte si l'utilisateur donc n'en possède pas. Donc on va l'appeler Create Account Activity. On coche bien le Generate a Layout File et on fait Finish. Une fois cela fait, on peut tout d'abord se rendre dans Main Activity. Et si vous vous rappelez bien, juste ici, on avait créé un bouton pour, dans le cas où l'utilisateur ne possède pas de compte, qu'il puisse justement cliquer sur cette espèce de bouton qui est en fait une text view pour se créer un compte. Alors pour faire ça, on va faire comme pour le bouton, on va venir chercher notre create account btn et on va lui set à onClickListener, exactement comme on l'a fait pour le bouton, en lui passant un paramètre new view de onClickListener. Et alors ici, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle un intent qui va nous permettre de changer d'activity et de passer à l'activity create account. Donc celle-là, on va l'appeler create account activity, ce qui va être égal à new intent. On passe en premier paramètre donc le contexte. Donc pour faire ça, on appelle la méthode getApplicationContext. Et en deuxième, on passe la classe donc de l'activité là où on veut aller. Et donc nous, c'est bien createAccountActivity.class. On n'oublie pas le point virgule. Et il ne nous reste plus qu'à utiliser la méthode startActivity. Et on passe notre intent en paramètre. Donc pour l'instant, si je lance l'application, vous pouvez voir qu'on a bien notre interface, on arrive bien sur l'interface de connexion. Et si j'appuie sur créer un compte juste ici, on est bien redirigé vers cette nouvelle activity. Voilà, donc là c'est parfait. On va cette fois pouvoir s'occuper du XML ici de Activity Create Account. Donc globalement en fait on va venir copier-coller ce qu'on a déjà fait juste ici. Toute la carte view et on va la coller dans le constraint layout. On n'oublie pas de mettre en mode split pour pouvoir voir le résultat, donc ce que ça donne donc sur une interface. Ici, on met bien le background qui sera, je le rappelle, dans la description, donc le hashtag F2F2F2. Et on va maintenant, par contre, modifier quelques trucs. Donc on va remplacer le connexion par créer un compte. On va pouvoir modifier ici le texte. Et plutôt que de mettre, donc compléter ces informations afin de vous connecter à votre compte, on va mettre afin de vous créer un compte. Au niveau de cette text view, on va juste modifier le error connect account. Ici, on va le mettre create. Donc pourquoi ici je modifie, je laisse pas connect. Donc c'est vraiment parce que le principal problème des ID, c'est qu'elles doivent être uniques. Et donc on ne peut pas avoir les mêmes. Donc pour les différencier, en fait pour différencier cette text view de error, je suis obligé de spécifier dans quelle activité on est en quelque sorte. Puisque mon activité s'appelle create account. Alors ici je vais dire que c'est le error text view de l'activité create account. Voilà.
Par exemple ici, à la place de username edit text, on va mettre create username edit text. Donc là, je change vraiment parce que elles doivent être uniques, même si cet ID n'a pas forcément beaucoup de sens. Mais au moins, on obtient les ID uniques grâce à ça. Alors ici, on va avoir du changement à faire, puisque ici, ce n'est plus un bouton créer un compte, mais c'est plutôt un bouton j'ai déjà un compte. Donc si l'utilisateur arrive sur cette page qui lui propose de créer un compte, mais qu'il en possède déjà un, on va lui proposer de se connecter à son compte via ce bouton j'ai déjà un compte. On va ici remplacer le create account btn par already has account, qui veut dire en anglais, en gros, il possède déjà un compte, entre guillemets. Et ici, à la place de connect btn, on va mettre create account btn. Comme ceci. Et on a en fait fini avec le fichier XML. Donc vous voyez, c'était très rapide puisqu'on a globalement juste copié-collé le fichier XML de l'autre interface. Donc nous allons maintenant pouvoir passer au code Java de l'activité create account activity. Donc en fait, comme l'autre, on va venir créer toutes nos variables juste ici, en haut. Donc on va mettre la TextView already has account btn. Donc ça, c'est le bouton qui nous permet de repasser sur l'activité de connexion. On va créer une deuxième TextView. Ah, je me suis trompé. TextView. On va l'appeler error create account text view. Le bouton. Ensuite, on va créer les deux edit text. Donc username edit text. Donc là, on peut quand même l'appeler username edit text puisque là, il n'y a pas de souci de nom par rapport à l'autre classe en fait. Je veux dire, ce nom-là est utilisé dans cette classe ici, mais on peut quand même l'utiliser dans l'autre classe. Il n'est pas déjà pris. Contrairement donc aux ID. Et donc là, du coup, on va aussi l'appeler password edit text. Il ne nous reste plus qu'à créer les deux variables de type string username et password. Et encore une fois, on va venir faire les findYouById. Donc already has account égale findYouById r.id.already has account. Voilà, donc on a fini avec les findYouById. Et on va pouvoir du coup, en fait, globalement, ça va être presque pareil que cette activité-là. Donc on va limite pouvoir copier-coller tout ça. On va pouvoir la coller ici. Alors à la place de connect btn, on va mettre create account btn. Juste ici. Et ici, à la place de create account btn, on va mettre already has account. Et alors ici, qu'est-ce qu'on va changer? Alors là, à la place de create account, on va mettre connect to account activity. On va le passer ici en paramètres. Et à la place de create account activity, du coup, on va mettre main activity. Pour revenir, en fait, c'est un bouton qui permet de revenir à l'activité précédente. L'activité précédente qui est donc main activity. Et alors ici, on va pouvoir tout laisser en fait. Voilà, et donc là, la place de connecter, c'est pour inscrire l'utilisateur. Donc on va maintenant passer à une étape qui va être très importante lors de la création. On va venir donc créer une API. Alors qu'est-ce qu'une API? Une API, ça va nous permettre tout simplement de communiquer avec une base de données. Donc en fait, on va appeler une API qui elle-même va communiquer avec la base de données. Voilà, c'est un peu un intermédiaire pour que l'application puisse communiquer avec la base de données. Alors pour faire ça, on va devoir utiliser un serveur qu'on va devoir héberger sur notre machine. Et ce serveur, tout simplement, ça va être WAMP, XAMPP ou MAMP.
Donc en fait, si vous êtes sur Windows, vous allez télécharger WAMP Server. Donc justement grâce à ce site ici, qui sera donc dans la description. Donc là voilà le bouton download. Et si jamais vous êtes sur Mac, donc sur macOS, je sais plus si c'est MAMP ou XAMPP, mais il me semble que c'est XAMPP. Donc il faudra télécharger XAMPP de la même manière. Et pareil pour Linux, où ici ça sera MAMP je crois. Donc encore une fois, tous les liens sont dans la description. Donc une fois que vous avez installé donc, ce serveur, par défaut, l'application, parce que c'est en fait une application, elle devrait se trouver sur votre bureau. Alors vous avez juste à aller sur votre bureau, à double-cliquer sur l'application comme pour la lancer. Il va vous demander quelque chose et il faudra accepter. Et à partir de là, normalement, le serveur va être lancé. Et donc une fois que vous avez fait ça, on va voir comment mettre un site internet dessus. Parce que oui, en effet, une API, c'est en fait un site internet qui va donc être hébergé 24 heures sur 24 et on va pouvoir appeler cette API 24 heures sur 24 ou du moins quand votre PC est allumé. Vous voyez que je me suis rendu sur un fichier, un dossier que j'ai appelé API tuto et en fait ça va correspondre au site internet que j'ai créé. C'est-à-dire que API tuto actuellement c'est le nom de mon site internet. Donc là si vous regardez où il est situé, donc il est situé sur ce PC, data et comme par hasard, on retrouve le WAMP64. Donc vous, ce que vous avez à faire pour créer votre premier site internet, c'est vous rendre sur le dossier WAMP64 et ensuite vous allez dans le dossier www et dans ce dossier, vous allez créer un nouveau dossier. Donc là, moi, je l'ai appelé API tuto, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et en fait, ça va correspondre du coup au nom de votre API. Donc vous pouvez par exemple juste l'appeler API. Voilà, pour le moment, vous pouvez... donc vous l'appelez juste API. Et une fois que c'est fait, voilà, vous avez créé votre site internet. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez dans un interpréteur de code. Donc moi, j'utilise Visual Studio Code. Et vous allez ouvrir le dossier donc, que vous venez de créer. Donc moi, pour ma part, j'ai ouvert le dossier API tuto. Donc j'ai rajouté un fichier index.html dedans pour vous montrer comment se connecter au site internet que vous avez créé et pour que vous voyez la différence. Donc là maintenant je vais tout de suite me rendre sur internet et vous montrer comment on accède à ce site internet que l'on vient de créer. Donc là comme vous pouvez le voir, je suis sur une page blanche, mais en fait je suis bien sur la page index.html que je viens de créer. Et alors pourquoi je suis sur la page index.html et qu'ici vous ne voyez pas de index.html? C'est tout simplement parce que par défaut, quand vous mettez le nom d'un dossier, le navigateur va chercher s'il y a un fichier index.html et s'il y en a un, il va se mettre sur ce fichier par défaut. Donc là, on est bien sur index.html. Donc maintenant, pour accéder à tout simplement à votre dossier ou à votre site, vous avez juste à taper localhost / et ici vous allez mettre le nom du répertoire que vous avez créé. Donc moi c'est API tuto, donc j'ai bien mis /API tuto. Et normalement vous arrivez sur votre site internet. Donc si vous n'avez pas encore créé de... d'ailleurs je vais vous montrer ce que ça donne. Si je supprime le fichier index.html et que je retourne sur Google Chrome et que je relance, voilà, j'arrive sur ça. Donc vous devriez arriver sur quelque chose comme ça. Si vous voyez ça, ça veut dire que ça a marché. Ça veut dire que votre serveur, il a bien trouvé le site internet. C'est juste qu'il n'y a rien dedans. On va commencer par créer notre site et on va créer tout ce qui va nous permettre de contacter la base de données à chaque fois en fait. Donc d'envoyer des requêtes à la base de données. Donc comme je l'ai dit, on va s'occuper du site. Alors pour cela, on va commencer par bien structurer notre site internet et on va commencer par créer deux répertoires. Un que l'on va appeler action. Comme ceci, et un que l'on va appeler config. Donc dans le dossier config, c'est là où on va mettre le fichier qui va nous permettre de, par exemple, de nous connecter à la base de données, etc. Alors que dans le fichier action, c'est là où on va stocker, dans le dossier action, pardon, c'est là où on va stocker les fichiers qui vont nous permettre de communiquer avec la base de données. Donc par exemple, un fichier pour ajouter un utilisateur, donc créer un compte, ou un fichier pour se connecter à un compte. On va donc pouvoir créer dans notre fichier action un fichier qui va s'appeler createAccount.php.
Donc tous les fichiers seront en .php puisqu'on va utiliser le langage de programmation PHP. Et on va en créer un deuxième pour le moment qui va s'appeler connectuser.php, comme ceci. Dans notre config, comme je vous l'ai dit, donc c'est là où on va mettre un peu notre base de données en fait. Donc on va pouvoir appeler notre fichier database.php. Et c'est ce fichier qui va contenir la liaison avec la base de données. Donc il nous suffira de en fait rajouter ce fichier dans chacun des deux fichiers pour qu'on ait accès à la base de données. Mais vous allez voir, ça paraît compliqué, mais en fait c'est très facile. Donc on va commencer par s'occuper donc du fichier createaccount.php. Donc pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais tout simplement copier-coller le code que j'avais fait auparavant bien sûr pour tester et donc pour préparer cette vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vraiment expliquer chaque ligne et bien rentrer en détail. C'est juste pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Donc on a à peu près un code de 46 lignes de PHP, donc afin de pouvoir justement rajouter un utilisateur dans la base de données. Alors on va faire vraiment chaque ligne par ligne. Donc ça déjà on peut retirer. Donc première étape, ici on rajoute un header pour préciser justement au site internet qu'on va utiliser du JSON, voilà, en mettant ici le petit application/JSON. Ça c'est pas très important à forcément expliquer, mais ça peut toujours vous servir. Donc ici sur cette ligne, donc là on a un include once, donc là deux points /config/database.php. En fait ici ce qui va se passer, c'est qu'on va venir récupérer le code contenu dans database.php et on va venir justement le rajouter en fait à ce code déjà existant. Donc si par exemple ici je mets salut comme ceci, et bien en fait ici à la place de cette ligne on aura bien salut. Voilà. Donc en fait ça permet de garder un fichier assez propre sans devoir écrire des centaines et des centaines de lignes de code, mais quand même pouvoir rajouter des fichiers et plus de code. Donc là la ligne suivante est un peu plus compliquée. En fait on va récupérer un objet JSON et on va le décoder pour le transformer en donc une array. Alors pourquoi en fait on fait ça? Eh bien quand on va appeler l'API, en fait on va devoir lui renseigner, parce que c'est bien beau d'appeler l'API et de lui dire de créer un compte, mais il faut bien qu'on lui donne le nom d'utilisateur et le mot de passe qu'a renseigné donc la personne souhaitant se créer un compte. Et bien pour ça on va utiliser du JSON en fait. Au moment où on va appeler notre API, donc notre fichier createaccount.php, on va en même temps lui envoyer du JSON. Et en fait dans le JSON, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le nom d'utilisateur, donc qui sera écrit tel quel username, ainsi qu'un mot de passe qui sera écrit tel quel donc password. Et en fait cette ligne va servir à récupérer donc la liste des paramètres, et si par exemple on a décidé de rajouter un paramètre username, on va pouvoir y accéder en faisant $JSON, donc dollar qui montre que c'est une variable, donc $JSON, et on va passer la clé. Et la clé ça va être username. Alors en fait qu'est-ce qu'une clé? Bah par exemple on va pouvoir dire que $username va être égal à salut. Et on va pouvoir dire que $JSON, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Success, on va pouvoir le mettre à false en fait. Et la clé elle va permettre de savoir si on parle de cette valeur ici ou de celle-là. Par exemple si on veut récupérer cette valeur, on va taper $JSON success, et si on veut récupérer cette dernière, on va taper $JSON username. Donc en fait c'est comme ça que ça va marcher. Donc dans notre sur Android Studio, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre on va récupérer le mot de passe et le nom d'utilisateur, donc comme ceci. Donc admettons qu'on va créer un compte avec comme nom d'utilisateur utilisateur et comme mot de passe tout simplement mot de passe. Et bien ce qu'on va faire sur Android Studio, c'est qu'on va créer un élément username qui va posséder comme valeur $utilisateur. Et comme ça ensuite on va pouvoir le récupérer dans notre fichier createaccount.php.
Voilà, j'espère que vous avez compris. Si c'est pas clair, n'hésitez vraiment pas à me poser des questions dans les commentaires, je tenterai d'y répondre au plus vite. Ensuite, donc là, on va avoir une grosse condition. Et à quoi va servir cette condition? En fait, cette condition va vérifier si les valeurs de justement du $JSON username et de password ne sont pas nulles en fait. Donc si elles ne sont pas nulles, on va pouvoir continuer. Par contre, si elles sont nulles, on va donc dire à l'application Android, attention, il y a un problème, un des deux champs est nul, voire les deux. Les deux sont nuls. Donc ils ne possèdent pas de valeur. Donc c'est comme ça qu'on va le vérifier, grâce à une fonction isSet, donc qui vérifie si une variable a été créée, et elle renvoie true si une variable a été créée, et elle renvoie false si la variable n'existe pas. Donc après avoir vérifié que cette variable existait, ces deux variables existaient, on va les récupérer en utilisant comme je l'ai dit auparavant, le $JSON et en passant la clé, donc ici username et ici password. Donc là, rien de spécial, c'est ce que je vous ai expliqué auparavant. On a juste rajouté ici un petit HTML Special Chars. Donc là, c'est pas très important. Ça va en fait permettre d'éviter quelques problèmes de sécurité qui seraient assez faciles en fait à cause des champs de texte. Parce que l'utilisateur, en fait, dans les champs de texte, plutôt que de mettre un nom d'utilisateur, il pourrait écrire du code. Et ça pourrait avoir un impact assez grave en fonction de l'importance de cette API. Mais bon, on préfère quand même sécuriser. Enfin, retenez qu'il faut utiliser cette méthode, mais ce n'est pas très grave si vous ne l'utilisez pas. La ligne suivante, donc là on a créé une nouvelle variable, encore une fois avec le $, et on l'a appelée password hashed. Et on utilise une méthode password hash. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait de hasher un password? Ça veut dire qu'on va l'encrypter. Ça veut dire qu'on va passer de nom d'utilisateur à une chaîne de caractères illisible. Exactement comme celle-là. Vous voyez bien qu'il est impossible de lire ici le contenu donc du mot de passe. Et pourtant, le mot de passe ici que j'avais mis pour utilisateur, c'était tout simplement mot de passe. Et on voit bien qu'il est impossible en fait de lire ces mots de passe quoi. Les mots de passe est donc encrypté et personne ne peut le lire. Voilà à quoi ça sert cette ligne. Et password default, il faut le mettre en deuxième paramètre. Et en premier paramètre, on met simplement le mot de passe de l'utilisateur. $success, tout ça on peut retirer. Alors ensuite, étape pas très importante puisqu'on a à peu près fait ici. Mais en fait, ici on a vérifié si la variable existait. Alors que là, on va vraiment vérifier si la variable n'est pas, n'est pas rien quoi. Je sais pas si vous comprendrez la différence, mais ici, on vérifie que la variable existe, et là, on vérifie que la variable n'est pas vide en fait. Et donc, si jamais c'est vide, on renvoie un success false, mais ça après, je vous expliquerai ce que c'est que le $result. Donc, dans le cas où ce n'est pas vide, donc on continue encore dans notre étape, on va vérifier si le nom d'utilisateur n'existe pas déjà. Alors pour faire ça, on va utiliser pour la première fois une requête donc dans la base de données. Et cette requête, on l'a appelée donc check if username exists, qui veut dire tout simplement en français vérifier si l'utilisateur existe. Donc comment on va faire pour cela? On voit bien que ici on a une liste d'utilisateurs. Et comment savoir s'il y en a un qui possède déjà l'username que la personne souhaitant créer le compte a écrit? Bien, tout simplement, on va sélectionner l'ID. Donc là, c'est un peu au pif. On peut même sélectionner tout. Donc là, on sélectionne tout dans la table users, la table qui est juste ici. La table, oui, ici. Mais il y a une condition, c'est que username soit égal à point d'interrogation. Donc en fait, c'est comme si on allait boucler dans tous les éléments ici de toutes les lignes, et on va regarder si le username est égal au point d'interrogation. Et là, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais à quoi correspond le point d'interrogation? Et bien en fait, à la ligne suivante, lorsqu'on va exécuter vraiment cette requête, on va passer en paramètre une array avec, ici, vous voyez qu'on a passé le $username. Et en fait, ça va venir remplacer ici le point d'interrogation par le nom d'utilisateur.
Donc par exemple, si l'utilisateur qui souhaite se créer un compte choisit comme username utilisateur, on va regarder dans chaque ligne, donc on va prendre la première, et on va regarder si ici le username est égal à utilisateur. Et comme c'est le cas, ça veut dire qu'il existe déjà. Sauf que nous, on voit à l'œil nu, donc il existe déjà. Et pour faire ça avec le langage PHP, on va utiliser la méthode rowCount qui va nous permettre de compter le nombre de lignes qui ont été trouvées ayant pour nom d'utilisateur du coup le $username. Et si ce nombre est supérieur à 0, bah, logiquement ça veut dire que ces identifiants justement existent déjà, ce nom d'utilisateur existe déjà. Et sinon, on va pouvoir du coup le créer puisque le nom d'utilisateur n'existe pas encore. Donc pour la création de notre requête, on va mettre ça dans une try-catch. Donc ça va nous permettre, cette try-catch, de tenter d'exécuter cela. Et si jamais il y a une erreur dans l'exécution, on va exécuter ce code ici. Et comme ça va éviter d'avoir des crashs au niveau de l'application en fait. Voilà. C'est à ça que sert la boucle try-catch. Donc comme son nom l'indique, il va essayer de faire une action, mais s'il y a une erreur, il va exécuter cela. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va créer notre requête, donc qui va nous permettre de créer justement le compte. Donc on va encore une fois utiliser le $BDD, donc prepare. Et comme requête, cette fois, donc c'est un peu différent que le select. Cette fois, on voit insert, donc qui ressemble assez au français, donc insérer. Et on va insérer dans la table users les valeurs ID, username et password et les values donc de ces trois valeurs là qui correspondent à nos trois colonnes en fait ici ID, username et password. On va venir mettre pour l'ID donc nul parce que je vous ai déjà expliqué que cette variable était remplie automatiquement. Et donc pour les deux autres, on va réutiliser le point d'interrogation. À la ligne suivante, donc là c'est le moment où on va exécuter comme tout à l'heure notre requête. Et on va passer donc une array qui cette fois possède deux éléments. Et pourquoi? Parce qu'en fait on a deux points d'interrogation. Donc on va venir remplacer le premier point d'interrogation par la première variable de l'array. Et le deuxième point d'interrogation par la deuxième variable de l'array. Voilà, donc ici, dans ce type de requête, ici il faut bien préciser quelle valeur on souhaite ajouter. Donc ici, les 3. Et ensuite, donner les valeurs juste après le mot-clé values. Donc là, en fait, on a terminé. Il ne nous reste plus qu'à s'occuper de la partie pour renvoyer en fait une donnée à l'application. Parce qu'il faut bien que l'application sache si l'opération a été réussie, a échoué et la raison. Et bien en fait, tout cela, ça va être géré grâce ici au $result. Alors le $result, ça va être en fait comme le JSON, ça va être une array. Et on va créer une valeur, donc success, à laquelle on va attribuer une valeur booléenne qui va être ici false. Et à quoi elle va servir en fait en fonction de comment s'est passée l'insertion dans la base de données, on va mettre une certaine valeur ici dans la variable success. Par exemple, si on a échoué, on va venir mettre false dans l'élément de l'array success. Sauf que si on a réussi, comme ici, vous voyez qu'on a mis true. Et en fait, c'est comme ça que l'application Android va pouvoir savoir si ça s'est bien passé ou pas en fait. Parce que s'il voit true, il va se dire « Ah, parfait, ça a fonctionné ». Et s'il voit false, il va comprendre qu'il y a eu une erreur. Donc on va revenir sur notre condition. Donc ici, le else, en fait, il correspond à si jamais les variables $JSON username et $JSON password n'existent pas, il va renvoyer donc un success false et une error. Donc là, quand on a un success false, j'ai décidé de mettre aussi une erreur, donc un message d'erreur. Donc je renseigne en fonction de l'erreur en fait pour que l'utilisateur puisse bien savoir pourquoi l'opération n'a pas échoué. Donc ici, on va mettre veuillez compléter tous les champs, puisque cela veut dire que l'utilisateur a envoyé des valeurs non existantes du username et du password. Dans cette condition ici, si jamais on voit que le nom d'utilisateur ou le mot de passe est vide, donc on va renvoyer un success de false et donc une erreur
qui va cette fois prendre la valeur de le mot de passe et / ou le nom d'utilisateur est vide. Enfin, au moment où on va vérifier si l'identifiant existe déjà, si ce dernier existe, on va renvoyer un success de false et on va renvoyer une erreur qui prendra la valeur de cet identifiant existe déjà. Comme ça, l'utilisateur peut savoir clairement quel est le problème, etc. Et ici, dernière chose dans notre catch, si jamais il y a un problème lors de la création du compte, eh bien on va renvoyer un success de false et un résultat erreur, donc erreur lors de la création du compte. Donc ça d'ailleurs on peut retirer. Et dans le cas où l'opération est un succès, on va juste renvoyer true donc, pour la variable success. Du coup il n'y a pas besoin de créer une variable error puisqu'il n'y a tout simplement pas d'erreur. Alors dernier petit point à préciser, les variables ici result, ça n'a vraiment rien d'important. Enfin, je veux dire, le nom, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous voulez mettre test comme ceci, ça va aussi marcher. Là, c'est vraiment result, c'est moi qui l'ai choisi. Et c'est pareil pour success et error. Ici, on aurait très bien pu mettre, à la place de error, on aurait pu mettre erreur, etc. Il aurait juste fallu faire attention dans l'application à bien faire correspondre les valeurs qu'on a mis ici et celles dans l'application, ce qui est totalement logique. Et dernière ligne, du coup, on va tout simplement renvoyer le résultat. Donc ici, on a créé un objet résultat qui est en fait une array. Et grâce à la méthode JSON encode, on va transformer cet array en un objet JSON et on va le renvoyer. Donc pour résumer, quand l'application va appeler cette requête, on va passer en paramètre du JSON. On va récupérer grâce à ça le mot de passe et l'utilisateur. On vérifie que le nom d'utilisateur n'existe pas déjà. Et dans ce cas, on ajoute le compte dans la base de données. Et on renvoie à l'application ce petit objet result qui va permettre de faire en sorte que l'application sache si ça s'est bien passé et si ça s'est mal passé, pourquoi, grâce à notre variable error. Donc là, c'est tout pour le fichier createAccount.php. On va maintenant passer au fichier database.php parce que pour le moment on ne peut pas tester puisqu'on n'a pas créé notre database et notre variable btd. Donc on va se rendre dans le fichier database.php et on va faire comme pour l'autre. Donc je vais copier-coller ceci. Donc là vous voyez que c'est beaucoup plus court en fait. On va tout simplement rajouter un header ici. Donc là vous pouvez juste le copier, il n'y a pas grand chose à comprendre. C'est pour éviter certains problèmes en fait de caractères spéciaux, etc. Comme les caractères avec accent et tout ça. Et ici, vous voyez qu'on va créer le $BDD qu'on va utiliser dans le createAccount en fait. Et donc quand on va importer la database.php, on va donc importer la variable et ensuite on pourra l'utiliser pour faire des requêtes juste ici par exemple. Donc cette variable BDD va être égale à new PDO. PDO qui est donc une classe qui est vraiment géniale puisqu'elle va nous permettre d'effectuer des actions envers la base de données qui vont être très faciles comme vous l'avez vu jusqu'à maintenant. On passe en paramètre une première chaîne de caractères où on va écrire mysql .host et localhost. Donc ici le localhost en fait c'est parce qu'on héberge la base de données sur notre serveur local WAMP, LAMP ou du coup MAMP. Donc on met un point virgule pour séparer des autres attributs. En deuxième attribut, on met que dbname est égal à API tuto pour qu'il sache de quelle base de données on est en train de parler. Donc moi, ça va être API tuto qui est juste ici. Donc vous ne mettez pas API tuto, mais mettez bien le nom de la base de données que vous avez créée. Et encore une fois, char7 utf égale 8 qui va résoudre le même problème que ici. Et là, on a un deuxième et troisième paramètre en fait qui vont correspondre à l'identifiant et au mot de passe pour se connecter à la base de données. Parce que là, en local, on peut très bien se connecter à la base de données, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun risque puisque la base de données est hébergée sur notre serveur. Cependant, si jamais vous décidez de mettre donc cette API en ligne, il faudra bien comprendre que si vous ne mettez pas de mot de passe, tout le monde pourra y accéder. Et là, vous allez me dire, comment on fait pour mettre un mot de passe? En fait, c'est tout simple. Dans votre hébergeur, normalement, au moment de créer votre base de données, on va vous donner les codes à renseigner et ainsi que le nom de l'hôte juste ici à la place de localhost. Et on va vous dire justement quel mot de passe et quel nom d'utilisateur il faut mettre.
Donc en local, quand c'est comme ça, donc il y a trois possibilités. Ça dépend vraiment de votre machine et de comment vous avez configuré le serveur. Moi par exemple pour me connecter, il me suffit de mettre root comme nom d'utilisateur et aucun mot de passe tout simplement. Par contre vous, il est possible qu'il faille soit mettre deux root comme ceci, ou root ou aucun des deux en fait tout simplement. Les deux champs vides. Voilà, donc là c'est à vous de tester chaque possibilité pour voir laquelle marche, puisque ça dépend vraiment des machines. Mais en tout cas, moi c'est root comme nom d'utilisateur et aucun mot de passe. Donc pour le fichier connectuser.php, donc je vais faire exactement la même chose. Je vais coller le code, qui est cette fois un peu plus court. De toute façon, ça va être beaucoup plus rapide parce qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les deux codes en fait. Donc la première ligne, tout ça, je vous ai déjà expliqué. C'est exactement la même chose que pour l'autre fichier. Ici, on va encore une fois vérifier si le JSON username et le JSON password ont bien été renseignés et s'ils ne sont pas nuls. On récupère ensuite notre username et notre password juste ici grâce à ces deux lignes. Donc on a encore une fois l'utilisation de HTML Special Tools. Alors ce qu'on va faire, du coup, lorsque l'utilisateur va se connecter, c'est que on va vérifier si le nom d'utilisateur qu'il a renseigné dans le input nom d'utilisateur, on va vérifier si celui-là existe bien en base de données, pour vérifier si cette personne a bel et bien un compte en fait. Donc pour faire ça, on va créer une requête pour sélectionner tout dans la table users à une condition, donc à ce que le username soit égal au username qui est passé ici et donc qui a été renseigné par l'utilisateur. Donc on utilise la même mécanique que pour l'autre fichier. Si jamais le nombre de lignes est supérieur à 0, ça veut donc dire que il y a bel et bien un compte qui a exactement les mêmes noms d'utilisateurs. Et dans ce cas, on va pouvoir récupérer l'utilisateur grâce à la méthode fetch. Donc cette méthode fetch, en fait, elle va nous permettre de transformer donc, ce getUser et donc notre user ici en une array, puisque comme on l'a vu, chaque ligne en fait possède trois colonnes. Elle possède l'ID, le username et le user password. Et donc quand on récupère une ligne grâce à la méthode fetch, on va avoir une array avec comme clé ID, la valeur de l'ID, ensuite comme clé username, la valeur de l'username, enfin comme clé user password et la valeur de user password. Et c'est comme ça en fait qu'on va récupérer notre utilisateur. Donc par exemple pour accéder au user ID, on va faire @user ID. Donc en fait ce qu'on met ici dans les crochets, c'est exactement la même chose que ce qui est ici dans nos colonnes en fait. Et là il faut faire attention, c'est que si vous ne mettez pas select all et que vous mettez par exemple select ID, en fait vous allez juste sélectionner la colonne ID. Et donc vous ne pouvez pas accéder au username comme cela, puisque vous avez seulement récupéré dans la base de données le ID. Donc moi je vous conseille de mettre all, comme ça vous n'aurez pas de problème avec ça. Ou même plutôt que de mettre all, récupérer ce qui est vraiment nécessaire, donc ce dont vous avez vraiment besoin. Et nous dans notre cas ça va être tout simplement le user password. Alors plutôt que de mettre select all, on va juste dire select user password from user where username égale machin. Donc ça maintenant on peut retirer, c'était juste pour vous expliquer. Alors deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ici? En fait, on va vérifier que l'utilisateur, s'il tente de se connecter à un compte qui existe bel et bien, on va vérifier s'il a renseigné le bon mot de passe. Alors pour faire ça, on va utiliser une méthode qui est native à PHP, et donc cette méthode s'appelle password verify. Et on va donc passer en paramètre le password, ainsi que du coup celui qu'on a récupéré dans la base de données. Et en fait, on va les comparer. Et si jamais ce password, si jamais les deux sont égaux, cela veut dire que c'est le bon mot de passe. Et dans l'autre cas, ça va renvoyer false. Et donc, ça va pas être le bon mot de passe. Et alors, pourquoi utiliser password verify et pas juste mettre if password égale user password? Et bien en fait, parce que, rappelez-vous, le mot de passe qui est stocké dans la base de données, il est encrypté. Et donc, pour comparer un mot de passe qui est encrypté et un mot de passe qui n'est pas encrypté, ou alors pour comparer un mot de passe qui est encrypté avec
d'une certaine manière et qui est encrypté d'une autre manière. Parce qu'en fait, deux mots de passe, même s'ils ont la même valeur, si on encrypte les deux, ils n'auront pas la même chaîne de caractères après quand ils seront encryptés. Donc on est obligé d'utiliser les algorithmes qui vont vérifier si les deux mots de passe sont les mêmes. Et c'est valable aussi si un des deux mots de passe n'est pas encrypté. Donc on utilise comme pour l'autre une variable $result, donc une array. On utilise aussi le success, donc on le met à true que si c'est le bon mot de passe. Et dans le reste des cas, on le met à false. Ici on dit que le mot de passe est incorrect, puisqu'on a justement vérifié si c'était le bon mot de passe. Ici, c'est dans le cas où le nom d'utilisateur n'existe pas, puisqu'on vérifie justement si le nom d'utilisateur existe, et donc si ça renvoie false, ça veut dire qu'il n'existe pas. Et dans le dernier cas, ça veut dire, encore une fois, comme l'autre, que le username et le password n'ont pas été renseignés. Et on finit par echo JSON encode result, donc on fait exactement la même chose que ici, pour récupérer la valeur justement du result. Et en fait on a terminé donc pour l'API. Malheureusement ce n'est pas encore fini puisqu'il va falloir que l'on voit comment appeler les requêtes qui sont présentes dans notre API et ensuite comment traiter le résultat, etc. Et donc ça c'est la prochaine chose que l'on va faire. Donc on va maintenant pouvoir donc se rendre sur Android Studio puisqu'on en a terminé avec l'API pour le moment. On l'a bien hébergé sur notre du coup serveur WAMP ou LAMP. Et maintenant, il va falloir faire en sorte que notre application puisse communiquer avec cette API. Alors pour faire ça, on va créer une classe qui va pour le moment pas nous être très utile, mais qui sera par la suite du coup très utile. Vous allez le voir, puisqu'on va déplacer ensuite toutes nos méthodes pour appeler cette API dans cette classe. Donc on va ici aller sur notre package, on va faire new Java class et on va l'appeler database manager qui, comme son nom l'indique, va s'occuper de communiquer avec la base de données. On va commencer ici par créer deux variables, donc une private context et context. On va ensuite créer une variable publique, donc de type request queue, comme ceci, et on va l'appeler queue. Alors à quoi cette variable va servir? En fait, elle va servir à faire en sorte que quand on veuille lancer une requête, donc appeler une API, on va en fait rajouter cette requête dans la file d'attente, en fait ici, parce que ça c'est une file d'attente de requêtes. Et ce qu'on va faire, c'est que dès que une aura terminé, on va lancer la prochaine s'il y en avait dans la file d'attente en fait. Donc ça va par exemple, si jamais l'utilisateur a très peu de connexion et qu'une requête est très très longue à être envoyée, on va pouvoir par exemple mettre en attente des requêtes et dès qu'elles auront fini de s'exécuter, on va exécuter la suivante, etc. Donc c'est à ça que va servir cette variable de type request queue. Et vous voyez bien que cette variable est disponible grâce à l'implémentation de la librairie Volley. Donc on a mis ici dans le build.gradle, donc juste ici. Donc qui est la bibliothèque qui permet de communiquer avec des API. Une des bibliothèques du moins. On va ensuite créer un constructeur. Donc database manager. Et pour créer donc une instance de cette classe, il va falloir qu'on passe un contexte. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un constructeur, ça permet tout simplement de mettre des paramètres. Donc de définir des paramètres lors de l'instanciation de la classe, donc l'incréation de la classe en fait. Donc cette méthode elle va être exécutée lorsqu'on va créer la classe database manager. Donc lorsqu'elle va être créée, on va dire que this.context, donc ce contexte qui est ici dans la classe database manager, va être égal à context, donc celui qu'on va passer en paramètre juste là. On va dire aussi que this.queue, comme ceci, va être égal à volley. Donc on fait tab pour importer la classe. Point new request queue. Et on passe, donc comme vous pouvez le voir, en paramètre le contexte. Donc ça tombe bien, c'est ce qu'on a juste au-dessus. Et on a terminé.
Donc en fait, pour le moment, on va avoir terminé pour cette classe, mais je trouvais ça quand même important de la créer, même si on aurait pu s'en passer dans ce premier épisode. Et donc par la suite, on va venir rajouter ici donc, notre fonction connect user et aussi create account. Mais pour le moment, on va les laisser dans les autres classes et on verra plus tard. On va s'occuper en premier donc, de la partie donc, de connexion d'utilisateur. Donc pour ça, on va se rendre dans le main activity et on va sortir de la fonction onCreate. Donc on va se placer ici et on va venir créer donc une public void connect user qui va en fait se charger d'envoyer la requête et de ensuite récupérer la réponse, etc. Alors la première chose que l'on va faire donc c'est de créer une variable de type string qui va s'appeler URL et c'est ici qu'on va donc spécifier où est le fichier que l'on va appeler. Donc en fait ça va être le chemin vers notre API. Donc nous dans notre cas, donc là c'est un peu spécial parce que ça va être vraiment propre au localhost puisque nous on est bien sur un serveur en local. On va venir mettre comme URL http et ici à la place de mettre localhost comme on l'aurait fait sur Google Chrome, on va devoir mettre 10.0.2.2. Donc voilà, il faut juste retenir que donc ce nombre 10.0.2.2 correspond en fait à localhost dans Google Chrome. Voilà, je vous le mets en commentaire, comme ça vous allez bien vous en rappeler. Donc une fois qu'on est sur le localhost, on va choisir le fichier, donc le dossier tuto API. Et donc en fait, on va venir mettre donc ici, donc derrière le slash, donc derrière le slash de 10.0.2.2, on va venir mettre le nom de dossier du dossier qu'on a créé, donc là où on a mis notre API. Donc moi pour ma part, ça va être API tuto. Donc dans API tuto, on va aller dans Actions et on va utiliser donc la requête connectUser.php. Donc je vais tout simplement cliquer dessus et je vais copier-coller la suite du dossier, comme ça va être plus rapide, et je vais la coller derrière le slash tuto API. Voilà. Donc on va bien chercher notre requête donc dans le localhost qui s'écrit de cette manière, dans le dossier tuto API, ou plutôt API tuto, en fait je me suis trompé. Donc dans le dossier API tuto, ensuite on va se rendre dans le fichier action, et dans le fichier action, on va récupérer connectUser.php. Et on en a terminé avec cette variable. Alors la prochaine chose que l'on va faire, c'est s'occuper de créer donc, les paramètres donc, en JSON que l'on va envoyer à notre API. Donc c'est par exemple celles qui vont ces paramètres vont contenir le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe. Alors pour ça, on va créer une variable de type map string string et on va l'appeler donc cette variable params. Donc parce que ça va correspondre aux paramètres et ça va être égal à new hash map. Et on n'oublie pas le point virgule. Donc là, on crée notre variable params. Et donc, cette liste, en fait, parce que c'est une liste, elle va contenir à chaque fois une clé, donc qui va être de type string, et une valeur qui va elle aussi être de type string. Donc, pour rajouter des paramètres, on va tout simplement faire params.put, comme ceci. Et là, vous voyez qu'on nous demande une première string, donc key, et une deuxième string, value. Donc nous, ici, il va falloir qu'on mette username. Donc ça va être exactement le même nom ici que celui-là. Donc vous pouvez même le copier-coller si vous avez peur de vous tromper. Username. Et donc en valeur, tout simplement, on va passer notre variable username. Et on va faire de même donc pour le mot de passe. Donc .put password. Et notre valeur, ça va donc être tout simplement password. Et ensuite, la dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va convertir donc cette liste de paramètres en un objet JSON. Pour faire ça, on va créer une variable de type JSON object, donc qu'on va appeler parameters, et ça va être égal à new JSON object. Et ici, on va passer en paramètres tout simplement nos paramètres en fait. Donc la liste qu'on vient de créer. Puisque je le rappelle, dans notre API, on récupère nos valeurs sous un format JSON ici. Donc il faut bien qu'on envoie des valeurs JSON.
Donc là, pour le moment, on a créé nos paramètres, tout va fonctionner parfaitement. Il va falloir maintenant vraiment créer notre requête. Alors en fait, notre requête, ça va tout simplement être une variable de type JSON Object Request. Donc alors pourquoi on a choisi JSON Object Request et pas par exemple String Object Request? C'est parce que nous, on veut récupérer en retour donc un objet JSON. Donc c'est celui qu'on renvoie juste ici. Si jamais par exemple à la place de mettre echo JSON encode result, vous mettez juste echo salut. À la place de mettre donc JSON Object Request, vous allez pouvoir mettre String Object Request. Mais nous, on veut bien récupérer un objet JSON, donc on va bien laisser JSON Object Request. Donc cette variable, donc on va l'appeler JSON Object Request. Et elle va être égale à new JSON Object Request. On passe en premier paramètre donc le type de requête. Donc nous, ça va être donc request méthode .get, non, .post, pardon. Et on n'oublie pas d'importer la classe, comme ceci. Donc on met la méthode donc à post. En deuxième paramètre, il va falloir mettre notre URL, donc celle qu'on a créée juste au-dessus. En troisième paramètre, on va mettre justement nos paramètres JSON, donc notre objet JSON parameters. Et en dernier paramètre, on va mettre new response.listener et on double-clique. Et ici, donc, ça va nous ouvrir une première méthode qui va s'appeler onResponse. Et en dernier paramètre, donc pour avoir accès au dernier paramètre, donc on va mettre une virgule derrière cette accolade. Et on va venir ici mettre new response.error listener. Et on n'oublie pas de mettre le point virgule ici à la fin de la ligne. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a donc override une méthode qui s'appelle onResponse. Donc c'est une méthode qui va s'exécuter quand on va avoir une réponse justement de notre API. Donc quand on va faire le echo JSON encode, cette méthode va s'exécuter. Et vous voyez bien qu'on récupère un objet ici JSON. Et c'est bien l'objet result qu'on va récupérer. Alors la deuxième chose dans ce paramètre là va être onErrorResponse. Donc ça va nous permettre en fait de donc si jamais il y a une erreur durant le transport de la requête entre guillemets, on va ici avoir l'erreur qui va être passée dans volet error et on pourra ensuite je sais pas, par exemple afficher à l'utilisateur l'erreur. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc pour afficher à l'utilisateur, on va utiliser toast.makeText. On passe en premier paramètre getApplicationContext. En deuxième paramètre, il faut qu'on passe la chaîne de caractères à afficher à l'utilisateur. Donc nous, ça va être error.getMessage. Et on fait .toString, qui n'est pas forcément utile d'ailleurs, mais on peut le laisser. Et en dernier paramètre, on va mettre toast. Donc là, il faut spécifier la duration. Et donc nous, on va mettre toast.lengthLong. Donc là, vous avez le choix entre length short et length long. Donc là, il faut choisir celui que vous préférez. Donc le length long va rester plus longtemps sur l'interface que le length short. Et à la fin, n'oublie pas de mettre .show comme ceci. Donc en fait, ce toast ici va nous permettre d'afficher en bas de l'écran de l'utilisateur donc du texte. Et tout simplement, on va copier-coller ici. Et à la place de ce message-là, on va mettre Operation Successful. Donc là, c'est juste pour qu'on puisse voir à l'écran si ça s'est bien passé ou si ça s'est mal passé pour voir l'erreur. Donc en fait, on a globalement fini avec cette requête. Et on va pouvoir descendre ici. Et cette fois, il va falloir appeler notre requête. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que on va venir créer une instance de notre database manager. Donc on va créer ici une variable de type private database manager et on l'appelle database manager et notre database manager il va être égal à new database manager et on n'oublie pas de passer le contexte en paramètre avec la méthode getApplicationContext. Une fois qu'on a fait ça,
On va pouvoir ici mettre databasemanager.queue. Donc on va pouvoir accéder à la liste de l'attente. Et point et add. Donc ici on va rajouter donc une requête à la liste. Et on va en fait passer notre JSON Object Request. Et on a terminé avec cette requête. Il ne nous reste plus qu'à donc appeler notre méthode connectUser donc quand l'utilisateur clique sur le bouton. Et donc on appelle notre méthode comme ceci. On va pouvoir lancer l'application et vous allez voir qu'on va faire face à un problème qu'on va corriger très rapidement. Donc si j'essaye de me connecter, je vais par exemple mettre test et test comme mot de passe. Donc j'appuie sur le bouton se connecter et vous allez voir que ici je vais avoir une erreur qui me dit que en fait on n'a pas le droit de se connecter donc au serveur localhost en fait. Ce qui se passe, c'est que le serveur localhost, c'est un serveur qui est en HTTP, comme on l'a vu ici dans la requête. Et le problème de cela, c'est que les applications, ou du moins pour le moment, notre application, elle n'a pas le droit d'appeler des requêtes en HTTP parce que les données lors d'une requête HTTP ne sont pas encryptées. Donc les données sont en clair. Et c'est ça qu'ils appellent ici le Clear Text HTTP Traffic Not Permitted en fait. Ils ne nous autorisent pas à envoyer des requêtes où on voit clairement donc le texte qui est envoyé et la requête. Et donc pour corriger donc cette erreur, il va falloir faire en sorte qu'on autorise manuellement le Clear Text HTTP Traffic pour le moment. Donc ça va être que pour nos tests. Il faudra ensuite le retirer si vous déployez une API sur Internet, parce que normalement elle sera en HTTPS. Et donc là c'est vraiment pour la partie locale et se connecter à notre serveur de test donc sur WAMP. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va devoir faire? La première étape va être de se rendre dans le manifeste, juste ici, le Android manifest.xml, et on va rajouter une permission en utilisant la balise uses_permission. Et donc nous, ça va être android.permission.internet, parce que nos requêtes passent bien évidemment par Internet. Et on ferme notre balise. Deuxième chose que l'on va faire, c'est dans ici la balise application, on va venir rajouter uses clear text traffic et on va le mettre à true, ce qui va justement autoriser ce clear text traffic. Petite erreur de ma part, ici vous pouvez retirer le uses clear text traffic et vous pouvez soit le mettre à false ou soit complètement le supprimer, puisque en fait nous n'allons pas en avoir besoin. Puisque ce que va faire cet attribut, c'est qu'il va autoriser donc le clear text traffic globalement sur tous les noms de domaine, donc sur tout l'appareil. Et en fait, il y a une manière beaucoup plus optimisée de le faire. Ça va être de autoriser ce clear text traffic juste pour le localhost. Donc en fait, il va y avoir du coup aucun problème de sécurité et vous n'aurez pas besoin à chaque fois de supprimer cet attribut et de modifier du code XML lorsque vous voulez déployer l'application. Et enfin, la dernière chose que l'on va rajouter, c'est un network security config et on va passer en paramètre @xml/network security config. Donc ça, c'est un fichier XML qu'on va créer dans quelques instants, qui va en fait nous permettre, encore une fois, de corriger tous les problèmes qu'on aura lors de la connexion au serveur. Donc on va se rendre dans le dossier XML qu'on peut trouver dans le dossier res. On va faire un clic droit New XML Resource File et donc on va l'appeler exactement comme on l'a appelé ici, donc Network Security Config, et on peut ensuite faire OK. On va ici se rendre dans la partie code. On va pouvoir tout supprimer sauf la première balise. Et ici, vous allez vous rendre dans la description et vous allez trouver donc le code que j'aurais préalablement mis dans la description. Et vous allez pouvoir donc copier-coller donc ce code. Comme je vous l'ai dit auparavant, c'est donc ici qu'on va faire en sorte que le clear text traffic soit du coup mis sur true que si on est donc sur le nom de domaine localhost, donc le 10.0.2.2. Donc pour autoriser justement ce clear text traffic, donc pour notre localhost, on a donc créé une balise domain config dans laquelle on a précisé que le clear text traffic permitted allait être égal à true. Et à l'intérieur de cette balise, on a mis une balise domain
où on a aussi mis, très important, l'attribut include subdomains, et on l'a mis à true. Et donc on a mis comme valeur donc, le lien vers notre localhost, soit 10.0.2.2. Si jamais vous avez besoin de rajouter un domaine pour lequel ce clear text traffic soit autorisé, il vous suffit de dupliquer la balise domain config et de renseigner cette fois l'URL donc dans la balise domain. On va pouvoir fermer ce fichier, on va pouvoir quitter le Android donc manifeste, et maintenant on va pouvoir relancer notre application. Et ici on va pouvoir retenter de se connecter. Donc, test. Et là, si je me connecte, on voit bien Operation Successful. Donc, il n'y a plus d'erreur. Donc, c'est parfait, tout fonctionne. Il ne reste plus qu'à faire en sorte, cette fois, de récupérer la réponse donc, de l'API. Alors, pour faire ça, on va revenir dans notre main activity. Et au-dessus du connect user, ici, on va venir créer une méthode void, donc on API response. Et en fait, c'est une méthode que l'on va appeler lorsque l'on va recevoir donc la réponse de notre API. Et on va mettre en paramètre donc un JSON object donc qui va correspondre à l'objet JSON. Et donc on va l'appeler response. Donc ici, à la place où on peut tout simplement le mettre avant, on va appeler la méthode onAPIResponse et on va passer le response en paramètre. On va commencer par créer deux valeurs. Donc une variable boolean qu'on va mettre par défaut à null et une string error. Donc ça, c'est les deux variables qui vont contenir, c'est les deux variables qui vont en fait stocker les informations qu'on a ici de notre objet JSON. Donc le success et le error. Donc error, ça va être égal à comme ceci. Ensuite, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout englober dans une try et dans une catch. Et dans le catch, on va mettre JSON exception, donc E. Et pourquoi on met ça dans une try catch? Tout simplement parce que quand on va convertir cet objet JSON et qu'on va récupérer les valeurs, on a obligatoirement besoin de mettre ça dans une try catch pour, si jamais il y a un problème, recevoir ici une variable erreur de JSON exception. Donc on va mettre e.print stack trace qui va nous permettre de voir mieux les erreurs, et toast. Encore une fois make text get application context e.toString toast.length.long.show. Et voilà. Et dans notre try, c'est ici qu'on va venir récupérer nos valeurs. Donc on va dire que success, donc notre variable success, elle va être égale à response.getBoolean. Et on va ici passer notre clé. Donc la clé ici est le nom de notre variable, elle est en fait définie ici. C'est ici, c'est exactement la même valeur. Et pour récupérer notre error, on va faire exactement la même chose ici, sauf qu'à la place de getBoolean, on va mettre getString. Donc ensuite, on va dire que if success égale true. Donc si l'opération a réussi, et si l'opération n'a pas réussi, on va récupérer l'erreur, puisque je rappelle que l'erreur, on l'a créée ici seulement si le success est égal à false, en fait, à chaque fois. Et donc, on va dire que error est égal à response.getString, et on va mettre ici error. On va ensuite prendre notre error connect account textView. Donc ça, que je rappelle, c'est notre textView, et en fait on va venir on va rendre cette textView visible grâce à la méthode setVisibility, et on va mettre view.visible comme ceci pour l'afficher, et ensuite on va remplacer le texte pour mettre exactement l'erreur. Donc en fait on va prendre l'erreur qui est ici et on va l'afficher à l'utilisateur pour qu'il puisse savoir quel est le problème. Et ça va être égal à error. Donc dans le cas où notre success est égal à true, en fait on va rediriger l'utilisateur vers l'interface, vers une interface qui va correspondre à l'interface principale de l'application. Donc on va tout simplement créer une activity empty. On va l'appeler interface activity.
On va cocher Generate a layout file et on peut cliquer sur Finish. Donc on a vraiment créé pour le moment cette interface juste pour bien montrer qu'on change d'activité quand on reçoit un success qui est égal à true. Donc on va dire que intent va être égal à interface activity est égal à new intent get application context et on passe la classe dans laquelle on veut se rendre et nous c'est interface activity.class. On n'a plus qu'à rajouter à notre interface. Alors j'ai fait une erreur. Et on va rajouter un extra. Donc lorsqu'on va appeler notre interface activity, on va lui donner comme information le nom d'utilisateur pour qu'on puisse ensuite le récupérer. Donc du coup, on va l'appeler, donc la clé va s'appeler username et la valeur, ça va être tout simplement username. Et on n'a plus qu'à start activity, interface activity et on fait finish. Voilà, pour que le finish sert à en fait détruire l'activity ici, main activity. Et on va justement pouvoir faire de même ici. On avait oublié de mettre un finish et on va pouvoir le rajouter. Donc on va maintenant pouvoir s'occuper de la partie create account. Donc on va se rendre dans notre activity create account, activity. On va faire comme pour l'autre et on va créer une méthode. Donc on va appeler tout bêtement create account. On crée ensuite une variable URL. Ici on va pouvoir copier celle qu'on a mis dans le main activity. Et à la place de connect user, on va mettre create account.php. On va aussi pouvoir copier-coller ici nos paramètres puisque ça va être exactement la même chose. Et on va directement créer notre requête. Donc je le répète, on va utiliser ici JSON Object Request seulement parce qu'on veut obtenir un résultat en JSON. Donc new JSON Object Request. Encore une fois, la méthode, request.method.post. En deuxième paramètre, on passe l'URL. Ensuite, les parameters. Et enfin, on passe new response.listener. Et notre dernier paramètre va être new response.errorListener. Et on n'oublie pas ici le point virgule. Alors dans notre onResponse ici, on va faire comme pour l'autre, on va appeler onAPI response, qu'on n'a pas encore créé, mais on va le créer dans 2 minutes. Ici pour notre error, on va copier-coller ce qu'on a mis ici. On va aussi créer une variable database manager. Database manager va être égal à new database manager et on passe le contexte. Donc là je vais globalement assez vite parce que c'est exactement la même chose que pour l'autre activité, donc il n'y a pas besoin de trop s'attarder dessus. Et une fois qu'on a fait ça, on va dire que database manager.queue.add et on passe notre JSON Object Request et on a terminé avec notre requête create account. Il va juste falloir qu'on crée notre méthode onAPI response. Donc public void onAPI response. Et en fait, on va aussi pouvoir carrément tout copier-coller. Puisque c'est exactement la même structure. On a aussi à la fois le success et le error. Et j'ai juste oublié le paramètre JSONObject response. Donc encore une fois, on crée temporairement des valeurs success et error. On essaye avec le try de récupérer la valeur de success. Si success est true, alors on lance l'activité interface activity en passant aussi en extra le username, la valeur ici, et on fait finish. Et si le success est égal à false, on va récupérer l'erreur avec le response.getString et on passe ici error. Et à la place de error connect account,
on va mettre ici error create account TextView et on la met juste en dessous. Il ne nous reste plus à faire en sorte que quand on appuie donc sur le bouton donc pour créer un compte, on appelle la méthode create account et on a maintenant terminé et on va pouvoir tester. Donc pour le moment, je n'ai pas de compte dans ma base de données, hein, elle est vide, on n'a bien aucune ligne de créer. Donc on va appuyer sur le bouton créer un compte, on est bien redirigé sur cette page. On va l'appeler donc Michel. Comme mot de passe, on va mettre Michel 1, 2, 3, 4. Je fais donc se connecter. Et ici, on est bien redirigé donc sur notre Interface Activity. Maintenant, je vais relancer l'application pour vous montrer la connexion. Et en attendant, on va pouvoir se rendre dans Activity Create Account et changer ici le texte de se connecter en confirmer. Ou plutôt créer un compte. Voilà. On peut augmenter du coup un petit peu la width. On va la mettre à 200. Et voilà, parfait. Donc une fois qu'on est sur la connexion, on va pouvoir tester nos identifiants. Donc moi j'ai dit Michel et Michel 1, 2, 3, 4 comme mot de passe. Donc j'appuie sur se connecter et là on me dit que le mot de passe est incorrect. Donc ça veut dire qu'il a bien trouvé donc, le username Michel dans la base de données. Par contre j'ai dû faire une faute de frappe ici dans le mot de passe. Et vous allez voir que si je mets donc un nom d'utilisateur que je n'ai pas créé, donc si je mets un nom d'utilisateur que je n'ai pas encore créé, et je fais se connecter, il va me dire ce nom d'utilisateur n'existe pas. Donc je vais remettre Michel, on va remettre cette fois un password valide, et on peut faire se connecter. Et vous voyez qu'on est bien redirigé donc vers notre page Interface Activity. Et donc on a presque terminé. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment récupérer dans le Interface Activity le nom d'utilisateur donc on a passé en extra. Donc pour faire ça, on va se rendre donc dans notre Layout Activity Interface et on va venir rajouter ici un texte. Donc on va pas trop s'embêter avec le code XML, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc je vais agrandir un petit peu. On va modifier donc la text size. On va mettre 50 dp, peut-être un peu beaucoup. On va mettre 40 dp. La text color, on va la mettre à black. À la place de TextView, ici dans le texte, on va mettre bienvenue. Et comme ID, on va mettre welcome text view. Donc notre objectif, ça va être d'afficher bienvenue et juste à côté le nom de l'utilisateur. Donc cette fois, on a terminé avec le XML. On va venir créer deux variables, donc une TextView qu'on peut appeler welcome text view et une autre variable qu'on va appeler du coup username, car c'est la valeur qu'on va essayer de récupérer. On va récupérer notre TextView avec la méthode findViewById, r.id. Donc welcome TextView. On va dire que notre username va être égal, donc pour récupérer donc le nom d'utilisateur, on va dire que ça va être égal à getIntent.getStringExtra. Et on va ici mettre la clé donc qu'on a renseignée juste ici en fait. Donc quand on a fait le put extra, ici on a mis une clé, on va venir copier-coller ça et on va le coller ici voilà. Et là en fait on a tout simplement récupéré donc notre username. Il ne nous reste plus qu'à utiliser la méthode setText de notre TextView pour modifier le texte affiché. Et on va écrire bienvenue. Et on va mettre derrière le nom d'utilisateur, donc username. Donc si maintenant je lance l'application, je mets comme nom d'utilisateur Michel et comme mot de passe Michel 1, 2, 3, 4. On me dit ici, bon il y a un petit problème d'affichage, mais on me dit bien ici, bienvenue Michel.
Donc on a bien réussi à passer le nom d'utilisateur. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Malgré le fait que je ne sois pas du tout professionnel sur Android, j'espère avoir pu vous aider. J'espère que je n'ai pas fait trop d'erreurs. De toute façon, si j'ai fait une erreur, normalement j'ai dû mettre la correction au montage. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou un sujet que vous souhaitez aborder dans les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine donc, pour la suite de cette série.